Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde, représentant plus de 20% de la superficie totale, avec 54 pays et plus de 1,4 milliard d'habitants. Berceau de l'humanité, elle est riche de cultures, de langues et de paysages allant des forêts tropicales humides aux déserts infinis. Nous vous présentons aujourd'hui 20 choses que vous ne verrez qu'en Afrique. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La grande migration en Afrique est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires au monde. Chaque année, des millions d'animaux, principalement des gnous, des zèbres et des gazelles, traversent en masse la région du Serengeti Mara, en Tanzanie et au Kenya. Plus de 1,5 million de gnous, 200 000 zèbres et 400 000 gazelles parcourent une boucle gigantesque d'environ 2900 km. Mais il ne s'agit pas d'une simple relocalisation. C'est une lutte pour la survie, motivée par la recherche d'herbes fraîches et d'eau, étroitement liée à la saison des pluies. Entre décembre et mars, les troupeaux se rassemblent dans le sud du Serengeti pour mettre bas. À partir d'avril, ils se déplacent progressivement vers le nord-ouest, atteignant les rivières Grumeti et Mara en juillet, où ont lieu les traversées tristement célèbres et mortelles. Crocodiles et courants forts transforment cet événement en un spectacle palpitant. En novembre, avec l'arrivée des courtes pluies, ils repartent vers le sud. Cette migration massive est vitale pour l'écosystème, car elle maintient les prairies en bonne santé et fournit de la nourriture aux prédateurs comme les lions, les guépards, les hyènes et les crocodiles. Numéro 19. Umoja, qui signifie unité en Swahili, est un village de femmes unique dans le comté de Samburu, au nord du Kenya. Fondé en 1990 par Rebecca Lolosoli et 14 autres femmes, il offre un refuge aux femmes fuyant les violences sexistes. Les hommes ne sont pas admis à Umoja. Seuls les garçons qui y grandissent peuvent y rester jusqu'à leurs 18 ans. Les femmes ont bâti une communauté autonome en fabriquant et en vendant des perles traditionnelles Samburu aux touristes. Elles gèrent également un centre culturel, un camping pour les visiteurs et une école primaire pour leurs enfants et ceux du quartier. Le village joue également un rôle essentiel dans la sensibilisation aux droits des femmes et à l'importance de l'éducation des filles. Malgré les menaces extérieures, Umoja continue de se développer, offrant aux femmes un lieu sûr pour reconstruire leur vie. Reconnue internationalement, la communauté est souvent visitée par des organisations de défense des droits humains et des réalisateurs de documentaires. Elle est devenue non seulement un refuge, mais aussi un puissant symbole de résilience et d'indépendance féminine dans une société traditionnelle. Umoja a inspiré la création de plusieurs autres villages réservés aux femmes, en guise de déclaration forte contre des traditions patriarcales vieilles de plusieurs siècles. Numéro 18. En Afrique, on trouve des véhicules entièrement propulsés par la force humaine, à pédale ou à la main. Peu coûteux, ingénieux et souvent indispensable dans les régions où le carburant est rare ou les routes quasi inexistantes. Dans des pays comme l'Ouganda, le Malawi, la Zambie et le Kenya, on trouve des vélos ambulances bien connus. Des vélos ou des tricycles équipés d'une civière permettent de transporter les malades, les blessés ou les femmes enceintes des villages reculés vers les cliniques. Dans des villes comme Antsirabe à Madagascar, on trouve des pousse-pousse colorés, des pousse-pousse tirés à la main, utilisés quotidiennement comme moyen de transport abordable. Pour les personnes handicapées, il existe des tricycles à main, largement utilisés au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, souvent fabriqués à partir de matériaux recyclés et adaptés aux terrains accidentés. Dans les zones rurales, des pompes à eau et des moulins à grains à pédales sont utilisés dans des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et le Sénégal, permettant d'effectuer des travaux lourds avec un minimum de ressources. Numéro 17. Ganvié se situe au sud du Bénin, sur le lac Nokoué, et est souvent surnommé la Venise de l'Afrique. Ce village flottant abrite environ 45 000 habitants et n'est accessible qu'en pirogue. Il a été fondé au XVIIe siècle par le peuple Tofinu pour se réfugier des chasseurs d'esclaves. Le nom Ganvié signifie littéralement « nous avons survécu ». Maisons, écoles, marchés et lieux de culte sont tous construits sur pilotis de bois avec des murs en bambou ou en feuilles de palmier et des toits de chaume ou de tôle ondulés. Tout est conçu pour préserver le lac. Les habitants vivent de la pêche et de l'aquaculture grâce à une technique traditionnelle appelée akaja, des barrières sous-marines faites de branches et de feuilles de palmier qui attirent les poissons. Cette technique crée des récifs artificiels qui favorisent une pêche durable.
Guerneville est également célèbre pour ses marchés flottants, où les commerçants vendent leurs marchandises directement depuis leur pirogue, offrant un aperçu unique et vivant de la vie quotidienne sur l'eau. Les visiteurs peuvent visiter le village en canoë, passer par les marchés flottants et découvrir sa culture unique. Numéro 16. Vu d'en haut, il ressemble à des motifs en pointillés dans le sable, les mystérieux cercles féeriques de Namibie. Situées dans les prairies sèches du désert du Namib, ces zones dénudées mesurent de 2 à 15 mètres de diamètre, entourées d'anneaux d'herbes hautes. Elles s'étendent sur de longues distances, créant un paysage surréaliste. Certains scientifiques pensent que les termites souterraines en sont responsables, mangeant les racines des plantes et laissant le centre nu, tandis que l'humidité est préservée pour les herbes des bordures. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un modèle de croissance naturelle causé par la pénurie d'eau. Des recherches récentes suggèrent que la formation de ces cercles est due à une combinaison de facteurs. L'activité des termites et la compétition des plantes pour l'eau contribuent à ces motifs. Des images satellites montrent des milliers de ces cercles, soigneusement espacés sur de vastes plaines, comme tracés à la règle. La cause exacte, cependant, reste controversée et certaines légendes locales attribuent ces cercles à des forces surnaturelles. Numéro 15. On dirait une version live-action des Avengers, mais en plus fou. Un lion, un ours et 2 moutons tirant un char ensemble. En Afrique, les animaux de trait sont essentiels depuis des siècles. Bœufs, ânes, chevaux, moutons et chèvres ont tous joué un rôle dans l'agriculture, le transport et le commerce. Mais le lion comme animal de trait est surtout connu par les mythes et l'histoire. Par exemple, dans le monde antique, la déesse Cybèle était souvent représentée sur un char tiré par des lions, symbolisant le pouvoir et la domination sur la nature. Si les lions n'ont jamais été utilisés comme animaux de trait en Afrique, ils ont toujours été le symbole ultime du pouvoir, du leadership et de l'autorité royale. L'idée d'un lion tirant un char est donc à la fois fascinante et totalement étrangère à la vie quotidienne africaine. Mais un lion comme animal de trait, comment cet homme a-t-il réussi à apprivoiser des animaux aussi sauvages pour tirer un char? Qu'en pensez-vous? Numéro 14. Dans le village magique de Oxbach, au cœur de la province du Cap Oriental en Afrique du Sud, se trouve l'éco-sanctuaire. Une fusion impressionnante d'art, d'écologie et de spiritualité. L'artiste Diana Graham a construit cette installation en plein air en 1995 en hommage à l'interdépendance de toute vie sur Terre. Surplombant les monts Amatol, c'est un lieu où mosaïques, peintures et sculptures se fondent dans la nature pour inciter à la réflexion sur notre planète. L'un de ses points forts est un arbre recouvert de mosaïques, inspiré d'Yggdrasil de la mythologie nordique, symbole de l'interdépendance de toute chose. Autre œuvre remarquable, Earth Peace, une œuvre représentant la Terre comme un organisme autorégulateur. L'atmosphère paisible, le bassin, la fontaine et la vue sur les célèbres sommets des Trois Cochons en font un lieu serein. Dans l'atelier voisin de Graham, les visiteurs peuvent observer son processus créatif et acheter ses œuvres. Numéro 13. Chaque année, le 10 janvier, la fête du vaudou, officiellement appelée fête du Vaudoune, a lieu à Ouidah, au Bénin. C'est une célébration vibrante du patrimoine spirituel et de l'identité culturelle du pays. Depuis 1996, c'est une fête officielle en l'honneur du vaudou, une ancienne religion africaine ancrée dans le culte des ancêtres et des esprits de la nature. La fête commence par un sacrifice de chèvre au temple principal, destiné à bénir la célébration. Ensuite, les participants se rendent à la célèbre Porte du Non-Retour, un site historique par lequel les esclaves africains quittaient autrefois le continent. La ville s'anime au rythme des tambours, des chants et des danses traditionnelles interprétées par des personnages masqués tels que les Zangbeto et les Egungun qui représentent les ancêtres. Les femmes jouent un rôle central, à la fois comme chefs religieux et comme incarnation de déesses comme Mami Wata. Outre les rituels, des repas communautaires, des consultations spirituelles et des marchés d'artisanat local sont organisés. Des touristes du monde entier assistent à ce festival, aujourd'hui considéré comme l'un des événements vaudous les plus importants au monde. Malgré la stigmatisation qui a longtemps entouré le vaudou à l'époque coloniale, cette religion est ici célébrée comme un élément important du patrimoine culturel africain, à la fois célébration spirituelle et hommage culturel. Numéro 12. Les vastes déserts et les paysages uniques de la Tunisie ont inspiré de nombreux cinéastes, dont George Lucas, qui a donné vie à Tatooine dans les films Star Wars.
L'un des lieux de tournage les plus célèbres est l'hôtel Sidi Driss à Matmata, une habitation troglodyte berbère traditionnelle creusée dans le sol qui a servi d'intérieur à la demeure de Luke Skywalker. Non loin de là se trouvent les salines de Chott El Khalil, où ont été tournées les scènes extérieures de la propriété de Lars. La structure en forme d'igloo qui servait de maison à Luke existe toujours. À Tozeur, une ville oasis du sud-ouest, des scènes mettant en scène Dark Maul dans la menace fantôme ont été tournées. La région voisine Dong Jemel, Coup de Chameau, avec ses formations rocheuses déchiquetées, a servi de décor. Le décor de Mos Espa, construit pour les préquels, est resté en grande partie intact, permettant aux visiteurs de se promener littéralement dans les rues de la ville natale d'Anakin Skywalker. Il y a aussi Sidi Boulel, aussi connu sous le nom de Canyon de Star Wars, où ont été tournées des scènes où Luke est attaqué par des pillards Tusken et secouru par Obi-Wan. Les canyons accidentés créaient un paysage surnaturel parfait. Numéro 11. Sur l'île de Gorée, au large de Dakar au Sénégal, se dresse l'un des monuments les plus marquants de la traite transatlantique des esclaves, la Porte du Non-Retour. Elle se trouve dans la maison des esclaves, qui servait autrefois de centre de rétention pour les Africains réduits en esclavage avant leur expédition vers les Amériques. La porte fait face à l'océan Atlantique, le seuil ultime pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont quitté l'Afrique pour toujours. Pour beaucoup, ce fut un voyage sans retour vers l'esclavage, le déplacement et la souffrance. Gorée était l'un des principaux dépôts d'esclaves de la côte ouest africaine. Aujourd'hui, ses ruelles étroites et ses maisons aux couleurs vives portent encore le poids de cette histoire douloureuse. Les récits des survivants et de leurs descendants entretiennent la mémoire, faisant de l'île un lieu de deuil, de souvenirs et de résilience. Les dirigeants mondiaux et les membres de la diaspora africaine s'y rendent pour honorer son histoire. Des personnalités telles que Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II et Barack Obama s'y sont rendus, consolidant ainsi son statut de symbole mondial de l'héritage de l'esclavage. Numéro 10. Le baobab est l'un des arbres les plus emblématiques et mystérieux d'Afrique. On l'appelle arbre de vie pour une bonne raison, son immense utilité, sa longévité et son apparence étrange. Ces arbres poussent principalement dans les régions sèches d'Afrique subsaharienne, notamment à Madagascar, en Afrique australe et dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Les baobabs peuvent atteindre 30 mètres de hauteur, avec des troncs épais et renflés dépassant parfois 25 mètres de circonférence. À l'intérieur de ces troncs, ils stockent des milliers de litres d'eau, essentiels pendant les saisons sèches. Certains baobabs ont plus de 2000 ans. Leurs branches ressemblent à des racines, ce qui leur vaut le surnom d'arbre à l'envers. Presque toutes les parties du baobab sont utiles. Le fruit, appelé pain de singe, regorge de vitamine C, d'antioxydants et de calcium et est utilisé dans l'alimentation, les boissons et la médecine naturelle. Les feuilles peuvent être cuites comme des épinards et l'écorce sert à fabriquer des cordes et des tissus. Dans de nombreuses cultures africaines, les baobabs sont sacrés, servant de lieu de rencontre, de lieu spirituel et même de cimetière. Numéro 9. L'œil du Sahara, officiellement appelé structure Richa, est l'une des formations géologiques les plus étranges de la planète. Situé dans le Sahara occidental, près de Ouadane en Mauritanie, il s'étend sur environ 40 km de large. Vu de l'espace, il ressemble à un œil de bœuf géant au milieu du désert. Initialement considéré comme le résultat d'un impact de météorite, les scientifiques savent aujourd'hui qu'il s'agit d'un dôme géologique formé de couches de grès, de calcaire et de quartzite soulevés. Des millions d'années d'érosion ont mis au jour ces anneaux concentriques saisissants. Les roches les plus anciennes se trouvent au centre, tandis que les couches les plus jeunes forment des motifs annulaires autour d'elles, évoquant les cernes des arbres. Les fossiles découverts ici suggèrent que cette région abritait autrefois des rivières, des lacs et un écosystème florissant. Sa taille imposante le rend facilement visible sur des images satellites comme Google Earth. Les astronautes utilisent souvent l'œil du Sahara comme point de référence depuis l'ISS. Bien que purement géologique, cette structure a suscité des théories du complot, certains estimant qu'il pourrait s'agir de la cité perdue de l'Atlantide, d'après les descriptions de Platon. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8. Makoko, située au bord de la lagune de Lagos au Nigeria, est souvent surnommée la Venise de l'Afrique. C'est l'une des communautés les plus remarquables et les plus pauvres du monde. Fondée au 19e siècle par des pêcheurs du Togo et du Bénin, Makoko est devenu un village flottant comptant environ 100 000 à 250 000 habitants. La plupart vivent dans des maisons en bois sur pilotis, accessibles uniquement en pirogue.
Malgré la pauvreté, c'est une communauté dynamique où les familles vivent de la pêche et du petit commerce depuis des générations. Les constructions sont souvent créatives et durables, utilisant des matériaux locaux et recyclés. Makoko est également connu pour ses projets innovants, comme les écoles flottantes conçues pour s'élever et s'abaisser avec le niveau de l'eau. Lors de fortes pluies ou d'inondations, certaines parties de la communauté peuvent devenir temporairement inhabitables, ce qui exerce une pression constante sur la vie quotidienne. De graves problèmes persistent, absence d'eau potable, de tout à l'égout, d'élimination des déchets et souvent d'électricité. Les habitants vivent dans des conditions exiguës, exposés aux maladies et à la pollution. Le gouvernement, considérant certaines zones de Makoko comme illégales, les démolitions forcées de 2012 ont soudainement laissé des centaines de personnes sans abri. Numéro 7. Dalol, situé dans la dépression de Danakil au nord de l'Éthiopie, est peut-être l'endroit le plus surnaturel de la planète. On y trouve des bassins d'acide bouillonnants, des formations de sel aux couleurs vives et des températures extrêmes. Avec une température annuelle moyenne de 34,4 degrés, il détient le record du lieu habité le plus chaud de la planète. Dalol se situe sous le niveau de la mer et est issu de l'activité volcanique. C'est l'un des endroits les plus géologiquement actifs, à la rencontre de 3 plaques tectoniques. Le paysage regorge de geysers, de salines, de sources sulfureuses et de lacs acides qui scintillent de couleurs fluo, jaune, vert, rouge vif et blanc. Les concentrations extrêmes de sel rendent l'eau si corrosive que le métal se détériore rapidement. Certains scientifiques étudient Dalol comme une analogie avec d'éventuels environnements extraterrestres, comme ceux de Mars ou d'Europe, lune de Jupiter. Les structures de sel aux formes étranges ressemblent même à des récifs coralliens d'une autre planète. Tout bouillonne, siffle et fume, et l'air est souvent empli de vapeurs toxiques. La beauté surréaliste de Dalol attire scientifiques, photographes et aventuriers, mais elle reste l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Numéro 6. Le Sardine Run, le long de la côte est de l'Afrique du Sud, est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires de la planète. Entre mai et juillet, des milliards de sardines nagent vers le nord, du Cap Oriental jusqu'au KwaZulu-Natal. Ces poissons argentés forment de très longs nuages mouvant dans l'eau, parfois même visibles du ciel. Mais ce qui rend ce phénomène vraiment spectaculaire, c'est le chaos qu'il déclenche, une véritable frénésie alimentaire. Les dauphins rassemblent les poissons en boules d'appât, tandis que les oiseaux plongent à 30 mètres de profondeur, les requins fendent les bancs et les baleines à bosse chargent, la gueule ouverte. Sous l'eau, on dirait parfois une scène de bataille. Tout bouge, chasse et esquive en même temps. Pour les plongeurs et les cinéastes, c'est un spectacle de rêve, même s'il comporte des défis, en raison des forts courants et de la présence de prédateurs. Certaines années, la migration est quasi inexistante, ce qui en fait un événement imprévisible. C'est la nature à l'état sauvage, souvent visible depuis le rivage ou en bateau. Numéro 5. Orania est une ville autonome de Cap-Nord, en Afrique du Sud, connue dans le monde entier pour son accueil exclusif aux Afrikaners blancs. Elle a été fondée en 1991, juste avant la fin de l'apartheid, par des nationalistes afrikaners désireux de protéger leur langue, l'Afrikaans, leur culture et leur patrimoine dans la nouvelle Afrique du Sud. Son fondateur était Karel Boshoff, gendre d'Hendrik Verwoerd, surnommé l'architecte de l'apartheid. Orania a été conçue comme un Volksstaat, une patrie autosuffisante et culturellement homogène pour les Afrikaners. Bien que la ville ne se revendique pas explicitement raciste, elle n'est pratiquement habitée que par des Afrikaners blancs. Pour vivre à Orania, les candidats doivent être approuvés par le conseil municipal sur la base de valeurs communes. En pratique, les Sud-Africains non blancs sont exclus, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Orania possède même sa propre monnaie, l'Ora, et fonctionne en grande partie de manière indépendante avec ses propres écoles, commerces, banques et médias. Officiellement, elle relève d'une municipalité locale, mais en réalité, la ville existe dans sa propre bulle isolée. Numéro 4. Dans certaines régions d'Angola, du Congo et de Zambie, on trouve des millions d'anciennes termitières, dont certaines ont entre 2000 et 4000 ans. Ces structures massives sont non seulement fascinantes sur le plan biologique, mais forment aussi l'un des plus grands et des plus anciens paysages créés par l'homme sur Terre. Construites par des termites cultivant des champignons, ces termitières peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de large et 2 à 4 mètres de haut. Elles ont été créées au fil des siècles par les termites qui remontaient constamment la terre du sous-sol à la surface.
Ce qui les rend encore plus remarquables, c'est que nombre de ces termitières ne deviennent visibles qu'après la déforestation ou grâce à des images satellites. Les scientifiques ont découvert que le creusement des termites améliore la fertilité des sols, permettant aux arbres qui les entourent de mieux pousser. Certaines termitières sont si stables qu'elles restent presque intactes malgré leur âge. De plus, elles servent d'abri à de nombreux autres animaux comme les serpents, les fourmiliers et les reptiles. En 2019, il a été révélé que ces termitières couvraient une superficie équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Vues d'en haut, elles forment un motif pointillé s'étendant à travers les savanes et les forêts. Un exemple impressionnant d'architecture naturelle. Numéro 3. Le festival d'Egungun est une tradition vivante et spirituelle du peuple Yoruba du Nigeria, notamment dans les régions d'Oyo, de Lagos et d'Osun. Durant ce festival, les esprits des ancêtres sont honorés car la croyance veut qu'à cette époque, ils retournent au monde des vivants. Egungun signifie littéralement ancêtre masqué et ce festival sert de pont entre les mondes terrestres et spirituels. Les familles témoignent leur respect à leurs proches décédés, espérant protection et bénédiction. Les esprits sont représentés par des danseurs vêtus de costumes intégraux faits de tissus brodés colorés. Les mouvements tourbillonnants des tissus sont considérés comme des manifestations physiques de l'énergie ancestrale. Les costumes sont souvent faits main et transmis de génération en génération. La musique traditionnelle, les tambours et les chants sont également au cœur de la célébration, accueillant les esprits. Certaines cérémonies Egungun incluent des rituels secrets connus uniquement des initiés de la communauté. C'est un héritage culturel magique et mystique profondément enraciné qui prend vie dans les rues. Numéro 2. Au cœur du Mali se trouve Djenné, qui abrite la plus grande mosquée en briques crues du monde. Cette magnifique mosquée, symbole de l'architecture soudano-sahélienne, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La version actuelle a été construite en 1907 sur le modèle d'une mosquée antérieure du XIIIe siècle. La structure est faite de briques crues séchées au soleil, recouvertes d'un enduit de boulis banco, ce qui lui confère son aspect unique. Des flèches s'élèvent et des poutres en bois, tauron, dépassent des murs, à la fois décoratives et pratiques, car elles servent d'échafaudage pour les réparations annuelles. Chaque année, la ville entière participe à la fête du plâtre pour réappliquer de la boue fraîche, ce qui en fait un événement à la fois religieux et social. Les épais murs de boue conservent une fraîcheur intérieure surprenante, même pendant les étés chauds du Sahel. Les techniques de construction ont peu évolué au fil des siècles et se transmettent de génération en génération. Djenné est l'une des plus anciennes villes d'Afrique de l'Ouest et était autrefois un important carrefour commercial pour le sel, l'or et les esclaves. Numéro 1. À la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, vous trouverez les mystérieuses grottes des éléphants du mont Elgon, où les éléphants pénètrent pour extraire du sel. Situées dans le parc national du mont Elgon, ces galeries de lave, comme les grottes de Kitoum et de Chemtnyali, sont d'anciennes formations creusées dans un volcan éteint. Ce qui rend ce lieu si unique, c'est le comportement des animaux. La nuit, les éléphants s'aventurent dans les grottes et utilisent leur défense pour détacher la roche riche en sel des parois. Buffles, antilopes et hyènes se joignent également à eux. Au fil des ans, les grottes se sont agrandies. Il s'agit de l'une des rares structures naturelles sur Terre à être activement agrandies par les animaux. Elles peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu'à 200 mètres, ce qui les rend dangereuses pour les animaux comme pour les chercheurs. Les scientifiques étudient non seulement le comportement unique des animaux, mais aussi les bactéries rares qui prospèrent dans cet environnement salin et sombre. Les anciens gisements de sel renseignent également sur le climat et l'histoire géologique de la région. Le mont Elgon, qui présente un cratère volcanique effondré, est riche en matériaux, notamment en sodium, essentiel aux herbivores. La grotte de Kitoum est devenue célèbre dans les années 80 pour son lien avec le virus mortel de Marburg, qui a ensuite attiré l'attention du monde entier grâce au livre The Hot Zone. Êtes-vous déjà allé en Afrique et si oui, où? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.